Bonjour, je me nomme Éric Lepage et je suis agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Dans cette présentation-ci, je vais vous entretenir des principes de base en sélection génétique et en croisement, de même que de leur intérêt dans la lutte face au changement climatique. Bonne écoute. L'intérêt de la génétique dans la lutte au changement climatique réside principalement dans la possibilité de sélectionner des animaux pour les rendre plus adaptés et résilients à leur environnement. Il faut en effet se rappeler que l'environnement du futur risque d'être considérablement plus instable, ce qui représentera des nouveaux défis d'adaptation. L'amélioration génétique offre la possibilité de travailler sur plusieurs aspects de la production et d'instaurer un changement durable. Avant d'aller plus loin dans la présentation, nous allons prendre quelques instants afin de différencier la productivité de l'efficacité. La productivité consiste à sortir un maximum de produits. L'efficacité, quant à elle, consiste à avoir le meilleur ratio ou rapport entre les produits sortis et les intrants consommés. Elle implique une réduction des pertes et représente une approche plus écologique que la productivité pure. En premier lieu, nous reviserons quelques notions liées à la génétique. Commençons avec la définition de quelques termes génétiques. Tout d'abord, le phénotype. Le phénotype constitue l'ensemble des caractéristiques observables ou mesurables chez un individu. Par exemple, sur la photo de droite, la couleur rouge, le fait que l'animal est acère, le fait que l'animal ait un œil de longe, par exemple de 105 cm², sa hauteur définie par sa stature de 5,8, son poids, ou même une évaluation de sa musculature, ça peut être qualifié du phénotype de l'animal. Ça peut être décrit par des nombres ou des qualités. Mettons une belle musculature ou une stature de 5,8. Le phénotype est influencé par la génétique et l'environnement d'élevage. On va souvent voir l'équation là, P égale G plus E, qui veut dire le phénotype égale la génétique plus l'environnement. On parle souvent de génotype. Qu'est-ce que le génotype? C'est l'ensemble des gènes que possède un être vivant. Les bovins possèdent plus de 22 000 gènes, par exemple. Et un gène, c'est quoi? C'est une unité fonctionnelle et qui transmet une caractéristique à la descendance. C'est constitué d'un segment de chromosome qui code pour la production d'une protéine donnée. On va aussi parler d'allèle. Un allèle, c'est quoi? Ça réfère à une des différentes formes possibles que peut prendre un gène pour exprimer un caractère. Un des exemples là, plus faciles, c'est le gène à corne ou à serre. Ou un autre exemple, ça peut être la couleur rouge ou noire. Le locus, ça va être la section du chromosome où est localisé le gène spécifique. Les chromosomes, c'est les structures présentes dans le noyau des cellules qui contiennent le matériel génétique sous forme d'ADN. Ça vient en paires, les bovins en ont 30 paires. Chaque parent transmet un seul chromosome de chaque paire lors de la reproduction, formant 30 nouvelles paires chez la descendance. L'ADN, c'est l'abréviation pour acide désoxyribonucléique. L'ADN va former le matériel génétique qui prend la forme d'une très longue échelle torsadée. L'ADN va coder pour la production de protéines au niveau cellulaire. Les barreaux de l'échelle sont formés par 4 bases azotées qui fonctionnent toujours par paire. L'adénine va travailler avec la thymine et la cystosine avec la guanine. C'est la séquence de ces différentes bases qui va former le code génétique. Ici, on a une illustration du niveau génétique là, qui va partir de la plus grosse structure vers la plus petite. On a la cellule qui va contenir le noyau, qui va contenir les chromosomes sur lesquels vont être situés les gènes, qui sont composés d'ADN, qui elle-même est composée d'une forme d'échelle torsadée avec des barreaux, des 4 bases azotées qu'on vient de voir. On va maintenant aborder quelques concepts génétiques. On va d'abord parler de la transmission génétique, soit de la transmission simple ou polygénique. Un caractère peut s'exprimer par l'effet soit d'un seul gène. Un des bons exemples, un exemple qu'on utilise fréquemment, c'est le gène du caractère à corne ou à serre. Le fait qu'un animal va être avec ou sans corne va être lié uniquement à un seul gène.
Ou il peut y avoir d'autres caractères qui sont liés à l'effet cumulé de plusieurs gènes, comme exemple la stature, la musculature, la production laitière. Ça va être lié à l'effet de plusieurs gènes. Il y a aussi des notions là, à comprendre au niveau du mode d'action des allèles. Les allèles fonctionnent toujours en paire pour exprimer un caractère. Quand on réfère là, au terme homozygote, ça signifie deux allèles identiques qui vont exprimer le même caractère. Exemple, deux allèles exprimant le caractère acère ou la couleur noire. Quand on réfère au terme hétérozygote, on réfère à deux allèles différents exprimant des caractères différents. Un allèle exprimant le caractère acère et un autre, celui à corne, ou un allèle exprimant la couleur noire et l'autre, la couleur rouge. Relativement à l'interaction entre les allèles, on peut ajouter un niveau de difficulté supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'interactions possibles entre les allèles. Au niveau de la dominance, c'est quoi la dominance? C'est quand il y a deux allèles différents chez un sujet hétérozygote pour un caractère, la dominance peut être complète. C'est-à-dire qu'avec une dominance complète, le sujet hétérozygote va exprimer le caractère semblable au sujet homozygote dominant. Par exemple, le gène acère. Il peut avoir une dominance partielle. C'est-à-dire qu'un sujet hétérozygote va exprimer partiellement l'allèle dominant, mais moins qu'un homozygote dominant. Il peut avoir aucune dominance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre un sujet homozygote dominant, récessif ou hétérozygote. Sinon, il peut y avoir une surdominance, c'est-à-dire que le sujet hétérozygote exprime davantage le caractère que le sujet dominant. Ces différentes notions de dominance-là, là, ça a rapport avec différents allèles puis aussi différents caractères. Il y a des caractères qui vont s'exprimer de façon complète, d'autres de façon partielle, d'autres caractères pour lesquels il n'y aura aucune dominance là, pour le sujet hétérozygote, et d'autres caractères qu'on va arriver avec de la surdominance. Il existe également d'autres formes d'interaction entre les allèles situés sur différents locus. Lorsque les allèles situés sur d'autres locus interagissent avec les allèles d'un locus donné, le phénomène se nomme de l'épistasie. Un bon exemple d'épistasie est l'interaction liée au gène dilueur qui vient interagir avec le gène relié à la couleur. Un seul allèle du gène dilueur dilue le noir en gris et le rouge en jaune ou en rouge pâle. Deux allèles du gène dilueur amènent la couleur blanche ou crème. Il peut aussi y avoir transmission de gènes influencés par le sexe de l'animal. Un bon exemple est celui du gène cornillon. Lorsqu'un seul allèle cornillon est présent sur la paire, c'est-à-dire que l'animal est hétérozygote, les cornillons sont exprimés, donc dominants chez le mâle, mais absents, donc récessifs chez les femelles. Un des concepts très importants à retenir au niveau de la génétique, c'est l'effet additif des gènes. Pour beaucoup de caractères polygéniques, c'est-à-dire influencés par plusieurs gènes, les effets des gènes vont se cumuler. La somme d'expression de tous ces gènes-là, ça va être la valeur d'élevage. La plupart des caractères sont influencés par une partie additive et une partie non additive. Je vous ai mis l'exemple de l'effet hypothétique de 4 gènes sur le poids à 1 an. La forme dominante de l'allèle A aura une valeur de plus 5, tandis que la forme récessive de moins 2. Pour le B, ça serait plus 2 et moins 15. Pour le C, ça serait plus 8 et plus 3. Pour le D, ça serait 16 et moins 4. Avec l'effet additif de la génétique pour le taureau 1, qui serait homozygote pour les 4 gènes, on aurait une valeur de moins 12. Par contre, pour le taureau 2, qui serait hétérozygote pour les 4 gènes, on aurait une valeur de plus 13. Ça vous aide là à voir la différence qu'il peut y avoir d'un sujet à l'autre via l'effet additif de la génétique. Un autre concept très important en génétique, c'est la notion d'héritabilité. L'héritabilité, c'est la proportion des différences observables chez un caractère qui va être influencé par des gènes avec des valeurs additives. Pour un gène donné, une héritabilité de 30% signifie que 30% des différences observables entre des sujets est liée à l'effet additif de la génétique. Le 70% restant peut être influencé par la génétique aussi, mais par des gènes avec une valeur qui n'est pas additive, ou par l'environnement, par exemple, par la façon que l'éleveur va avoir de nourrir son troupeau, par sa gestion d'élevage, par n'importe quoi d'autre. Ça peut être la température, le climat, mais pas nécessairement lié à la génétique. Plus l'héritabilité est haute,
Plus il est facile de transférer l'effet des gènes à la descendance et plus la réponse à la sélection est rapide. La valeur additive de la génétique et l'irritabilité vont nous amener à un concept dont on entend souvent parler, l'écart prévu chez la descendance ou EPD. C'est quoi les EPD? C'est le potentiel génétique en valeur additive qu'un parent peut transmettre à sa descendance pour un caractère donné. Comme chaque parent transmet seulement la moitié de son matériel génétique, l'EPD correspond à 50% de la valeur d'élevage. Les EPD sont présentés en unités relatives aux observations. Ça peut être une notion de poids, de pourcentage, etc. Les EPD sont exprimés par rapport à un écart avec une moyenne mobile ou une moyenne fixe. Dans la réalité, on ne connaît pas vraiment l'effet exact de tous les gènes avec des effets additifs. Ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir des EPD fiables à 100%. La fiabilité des EPD, ça va plutôt être relié à la quantité et à la qualité des observations effectuées. C'est donné par la répétabilité, qui va de 0 à 1. Les valeurs d'EPD proviennent d'observations des écarts dans des groupes de sujets comparables et élevés dans des mêmes conditions d'élevage, ce qu'on appelle les groupes contemporains. Ces observations sont entrées dans des modèles mathématiques complexes qui vont attribuer une pondération à chaque écart. Une des caractéristiques les plus intéressantes des EPD, c'est le fait qu'ils éliminent l'effet de l'environnement d'élevage, pour ne mesurer que l'effet additif de la génétique du sujet. Les EPD sont calculés par différents organismes pour des groupes particuliers de bovins. Par exemple, les PATBQ va calculer des EPD, plusieurs associations de races vont calculer ou faire calculer des EPD. Par contre, les EPD des différentes associations de races ou ceux du PATBQ pour des races particulières ne peuvent pas être comparés entre eux. D'un autre côté, il existe des EPD interraces ou ABC qui permettent de comparer des sujets croisés ou de races différentes. À droite, je vous ai mis un graphique qui est là, c'est un autre concept très important à saisir quand on parle de PD, c'est la précision des EPD. Ici, on a deux taureaux, le taureau A et le taureau B, qui aura un EPD hypothétique de 30. Les deux ont un EPD de 30. Par contre, le taureau A a eu moins de données de cumulées, ça fait que sa précision est à 0,4, tandis que le taureau B a probablement été plus utilisé dans notre exemple, et il y a un EPD, une précision de 0,8 ou 80%. Ce que ça amène, c'est que le taureau A et le taureau B, comme on l'a dit, ont un EPD de 30 chacun, mais que le PD réel, qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est jamais capable d'avoir un résultat sûr à 100% dans les EPD, va se situer entre 7 et 52-53, tandis que le taureau B, qui a eu beaucoup plus de données de soumis, puis qui a une précision plus intéressante de 0,8, son EPD réel va se situer quelque part entre 22 et 37. Ça fait qu'on a des données beaucoup plus précises pour le taureau B que le taureau A, même si les deux ont un EPD de 30. Ça, c'est un concept bien important à retenir. Souvent, une des critiques des EPD, c'est que c'est pas juste. Par contre, il faut prendre les EPD pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des prévisions. Puis ces prévisions-là viennent avec le nombre de données qui vont être soumises. Ça fait que des EPD avec pas beaucoup de données soumises, c'est sûr que ça peut être un peu moins fiable, un peu comme la météo à long terme. Ici, je vous ai mis un exemple ultra simplifié du calcul d'un EPD pour un gain de poids hypothétique, là, selon la somme de plusieurs observations puis la force du lien génétique. Le but de ce tableau-là, c'est de vous illustrer que plus on a d'observations, puis plus on a des observations avec un lien génétique fort avec le sujet, plus ça va avoir d'influence sur le PD. Par exemple, la première observation qui pourrait être donnée, c'est l'observation du père du sujet, qui avait, par exemple, une différence de plus 20 livres par rapport à son groupe contemporain. La force du lien génétique, c'est 50%. Ça fait que ça va donner une valeur qui va être soumise aux EPD de 10 livres. Puis on a, on va dire, 7 observations. On peut diffuser cette valeur-là de 10 livres par 7. Ça va donner là, une contribution à l'EPD du sujet de 1,4. Si on a une valeur pour la mère de moins 7 livres par rapport à son groupe contemporain, on est toujours dans 50% de force du lien génétique avec le sujet. On va avoir moins 3,5 livres divisé par 7, c'est-à-dire une contribution de la mère là, à l'EPD du sujet de moins 0,5 livres. Ça va ainsi de suite. Là.
Pour le reste des observations, ça tient tout le temps compte de la différence du sujet observé avec son groupe contemporain et de la force du lien génétique que le sujet va avoir avec le sujet évalué. Par exemple, ici, on aurait 7 observations avec différentes forces de lien génétique. On voit le cousin là, qui va contribuer pour beaucoup moins que l'observation faite sur le sujet lui-même. Puis on aurait un sujet qui aurait un lien génétique là, de 1,5 livres, même si le père était à plus 20, puis la mère à moins 7, puis le sujet à plus 8. Parce qu'il y a différents types d'observations qui vont avoir contribué à bâtir le PD du sujet. Il existe aussi des EPD améliorés génomiquement ou GEPD. Ça va être un EPD auquel on ajoute de l'information provenant d'un test génomique, communément appelé les tests d'ADN, pour en augmenter la précision. La précision d'un EPD amélioré génomiquement est équivalente à celle d'un EPD où le sujet aurait déjà entre 10 ou 20 descendants. Et ça dépend des caractères. Là. Ça peut être 10 descendants pour un caractère, 20 descendants pour un caractère. Le gros avantage on vient de parler de précision tantôt, le gros avantage d'un EPD là, amélioré génomiquement, c'est qu'on va avoir un EPD avec des résultats beaucoup plus précis qui vont moins varier quand le sujet est plus jeune. Ça peut nous aider à faire le choix de sujet là, avec beaucoup plus de précision. Si on veut un sujet là, facile au veillage, par exemple, puis qu'on a un EPD là, amélioré génomiquement, il y a beaucoup moins de chances que ça varie dans le temps que si on a un EPD qui a été bâti avec peu de données. Les tests génomiques, ce sont des tests d'ADN disponibles sur le marché qui vont analyser un échantillon de tissu biologique provenant d'un animal. Ça peut être le poil, le sang, la peau, pour rechercher des variations connues dans l'ADN à différents endroits. Ces variations-là, ou polymorphismes, pour différentes formes, elles sont appelées des SNP. La plupart des tests commerciaux vont examiner là, 50 000 endroits différents du génome pour déceler des variations connues du génome. Lors de le développement, les tests génomiques ont été validés sur des ensembles de taureaux présentant des évaluations génétiques fiables pour réussir à associer certaines variations présentes dans le génome à des caractères désirables ou non. C'est ça qui va faire la qualité d'un bon test génomique. C'est les corrélations avec des valeurs réelles et connues. Si on aurait un test génomique qui n'aurait pas été validé sur un ensemble de sujets, on aurait de la difficulté à associer des valeurs avec ce test génomique-là. Un autre concept vraiment intéressant là, au niveau génétique, c'est le concept de croisement et de vigueur hybride. Comment l'utilisation stratégique des croisements peut-elle jouer un rôle important dans la lutte au changement climatique? Premièrement, par l'hétérose ou vigueur hybride que les croisements amènent. Deuxièmement, par les caractéristiques complémentaires des différentes races qui seront utilisées dans le programme de croisement. L'hétérose ou vigueur hybride, c'est la supériorité d'un bovin croisé par rapport à la moyenne de ses parents. Ça va être causé par l'augmentation de l'hétérozygosie dans les gènes du sujet. Le sujet, avec une plus grande proportion d'allèles différents dans ses gènes, a tendance à avoir un petit avantage là, au niveau d'un phénotype favorable, on va dire ça de même. En théorie, plus les races sont éloignées au plan génétique, plus le niveau d'hétérose devrait être élevé. Les effets de l'hétérose font davantage sentir aussi sur les caractères lents améliorés, faiblement irritables. À droite, vous pouvez voir un tableau avec différentes races et leur éloignement sur le plan génétique. Complètement en bas à droite, on a la race Brahma. En haut à droite, toujours, on a la race Hereford, qui va être un peu plus éloignée. En haut à gauche, on a là un ensemble de races qu'on pourrait dire continentales ou européennes avec CH, Charolais, SA, Sailors, Limousin, LM, Cimental, SM et Gelvi, GV. En bas à gauche, on a le Angus avec AN et AR pour Angus noir et rouge. Et en bas au centre, on a Ménanjou et Shorthorn. Si on prend une race et qu'on la croise avec un autre race qui est plus éloigné sur le graphique, on peut s'attendre à un effet encore plus intéressant de la vigueur hybride. C'est ça que ça veut dire en d'autres mots. Dans cette diapositive-ci, on a en chiffres ce qui était illustré dans le diagramme précédent. Si je prends l'exemple d'une vache charolais qu'on croiserait avec un
taureau Hereford, on aurait une vigueur hybride là, qui pourrait être estimée à 0,148. Par contre, si on croise cette vache Charolais-là avec un taureau cimental, la vigueur hybride, du fait que les races se ressemblent plus, va être inférieure, elle serait à 0,059. Un autre exemple qu'on peut prendre, si on prend la colonne PH pour Paul Hereford, un Hereford croisé avec une vache Angus aurait une vigueur hybride estimée totale là, à 0,110, tandis que si on le croiserait avec un Gelbvieh, la vigueur hybride serait de 0,189, donc supérieure du fait que les races sont plus différentes, plus éloignées génétiquement. Un autre avantage permis par le croisement, c'est au niveau de la complémentarité des races. On est capable d'aller chercher des qualités complémentaires chez les 2 ou 3 races qui vont être présentes dans notre schéma de croisement. Par exemple, on sait qu'il y a des races qui sont réputées ou renommées pour la facilité de vêlage, la rusticité, tandis qu'il y a d'autres races qui vont avoir des potentiels de croissance nettement plus marqués, ou encore d'autres races qui vont être renommées pour le rendement en viande. En incorporant différentes races avec différentes forces dans notre schéma de croisement, on est capable d'avoir des sujets homogènes pour un plus grand groupe de qualités. Parce que, comme on le disait tantôt, chaque race a ses forces et ses faiblesses. Pour illustrer le propos de la diapositive précédente, on a ici un tableau qui suppose un croisement entre 2 sujets de race pure, un sujet cimental et un sujet Angus. On se rend compte qu'en moyenne, le Angus peut avoir un avantage pour les critères reliés à la facilité de vêlage ou au poids à la naissance, mais qu'une race comme cimental peut avoir des avantages au niveau du gain, surtout sevrage et post-sevrage. La facilité de vêlage maternelle devrait être en moyenne un petit peu meilleure chez le Angus, mais cimental est renommé pour sa production laitière. Et au niveau des critères carcasse, la race Angus en moyenne va être un peu plus grasse, mais l'œil de longe va être meilleur chez Cimental et le persillage avantage Angus. Ce qui fait qu'en bout de ligne, en moyenne, en croisant ces 2 races-là, juste au niveau de la complémentarité, sans ajouter l'effet vigueur hybride, on va chercher un sujet beaucoup plus équilibré pour la gamme de caractères énumérés précédemment. Regardons maintenant un peu plus en détail le concept de sélection génétique. Examinons d'abord la différence entre la sélection naturelle et la sélection artificielle. Dans la nature, les individus présentant les phénotypes les mieux adaptés sont ceux qui survivent et se reproduisent le plus efficacement. Les gènes des caractères favorisant l'adaptation se retrouvent ainsi à un niveau supérieur dans la population. Au niveau de la sélection artificielle, l'éleveur choisit les sujets présentant des caractéristiques auxquelles il accorde le plus de valeur pour les destiner à la reproduction. Avant de terminer sur la partie sélection de cette présentation, nous allons faire une révision des différents principes qui devraient guider le processus de sélection chez les éleveurs. Tout d'abord, il y a la connaissance, premièrement de son troupeau, c'est-à-dire la composition génétique, la productivité, la taille, le poids moyen des sujets, les forces et faiblesses. Deuxièmement, la connaissance des ressources disponibles et de l'environnement d'élevage, c'est-à-dire la main-d'œuvre, la quantité, la qualité et la valeur des aliments disponibles, les infrastructures disponibles, le climat. Et enfin, des options de vente disponibles, les différents acheteurs, ce qu'ils recherchent, la plus-value qu'ils accordent à certains éléments, les opportunités de vente. La planification devrait toujours faire partie intégrante du processus de sélection. Il faut d'abord établir des objectifs à différents niveaux. Premièrement, ça peut être au niveau personnel, comme le temps à consacrer à l'entreprise. Au niveau de la gestion des ressources, quelles sont les ressources dont on dispose au niveau humain, matériel et financier. Et aussi une planification à faire au niveau des performances technico-économiques. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on vise avec notre troupeau. Est-ce qu'on veut augmenter le taux de sevrage, le poids de vente, baisser le taux de charge?
Ça peut être différents objectifs selon les éleveurs, selon les situations. Ensuite, il faut identifier des moyens d'atteindre ces objectifs et faire les choix conséquents. Par exemple, pour le premier exemple, quelqu'un qui ne veut pas consacrer beaucoup de temps à son entreprise ou à tout de moins un temps réduit peut choisir des options comme de surveiller des caractères qui vont favoriser l'autonomie des animaux, la facilité de vêlage. Dans un deuxième cas où on veut faire une gestion avec bâtiment minimum, on va regarder pour des caractères qui vont favoriser la rusticité et la facilité d'entretien. Ou pour une autre option, quelqu'un qui voudrait maximiser le retour financier, on va rechercher des caractères qui vont favoriser une diminution du coût de production. La notion d'adaptation est également très importante dans le processus de sélection. Il faut réussir à faire des choix en vue d'adapter le troupeau aux ressources disponibles afin d'en tirer un produit valorisé par les acheteurs. Autrement dit, il faut produire de façon durable et socialement acceptable le plus de produits avec le moins de ressources. Dans le tableau que vous voyez à droite, les chiffres au milieu du losange représentent la pluviométrie annuelle. Comme vous savez, la pluie influence grandement la production fourragère. Dans des régions où on a plus de pluie, on a plus de fourrage normalement. Dans ces régions-là où l'alimentation est plus facilement disponible, donc où il y a moins de risques de sécheresse, on peut y aller avec des animaux un peu plus gros et un peu plus productifs qui vont être capables de tirer un peu plus de l'environnement d'élevage un peu moins restrictif. Par contre, dans une région qui serait plus aride, les éleveurs vont généralement travailler avec des animaux plus petits, moins rustiques et moins productifs pour être capables de tirer un meilleur ratio produit versus intrant. Nous venons d'examiner différentes méthodes pour faire de la sélection. Derrière chaque méthode, certains principes devraient toujours se retrouver. N'importe laquelle des méthodes utilisées devrait assurer un progrès pour des caractères privilégiés par l'éleveur, tout en minimisant les effets indésirables, c'est-à-dire des caractéristiques non recherchées, pour d'autres caractères, et préserver les acquis. Une conformation adéquate représente la base de la sélection génétique et aucune donnée de performance ne peut s'y substituer. L'animal devrait toujours pouvoir exercer avec facilité ses fonctions vitales, c'est-à-dire se déplacer avec aisance, s'alimenter facilement et demeurer en bon état de chair, se reproduire et véler sans difficulté, élever et nourrir sans aide sa progéniture. En plus, l'animal devrait répondre à son utilité primaire, c'est-à-dire offrir un bon rendement en viande. On évite généralement d'axer la sélection sur un nombre très réduit de caractères, même si ça occasionne des progrès plus rapides, afin de ne pas dégrader d'autres caractères importants. Il faut faire attention aux valeurs extrêmes qu'on peut voir dans certaines publications et au marketing qui y est associé. L'utilisation de limites minimum au maximum avec un éventail plus large de caractères contribue à un progrès génétique plus équilibré, quoique un peu moins rapide. Par exemple, un éleveur pourrait se dire « Je veux améliorer mon gain naissance-sevrage, mais je ne veux pas descendre en bas de Y% pour la facilité de vêlage et de X% pour l'aptitude laitière. Je ne veux pas de vache trop grosse, donc je veux un poids adulte dans la moyenne de la race. » Quels taureaux répondent à l'ensemble de ces critères? Il y a plusieurs outils pour appuyer la sélection génétique. On parle entre autres de sélection basée sur le phénotype, sur l'évaluation des performances à l'aide d'outils comme les EPD et ABC, ou encore sur l'étude de la généalogie des races que l'on associe avec le phénotype ou le génotype. Chaque éleveur est unique et combine les différents outils selon ses objectifs, ses convictions, ses connaissances, son environnement de production ou encore le marché qu'il dessert. C'est ce que l'on appelle le programme d'élevage et ça représente en quelque sorte la marque de commerce de chaque éleveur, sa façon de sélectionner. La sélection sur le phénotype consiste à identifier et sélectionner des sujets présentant des caractéristiques recherchées et valorisées par l'éleveur sur la base d'observations ou de performances mesurées. Par exemple, le poids à la naissance ou au sevrage ou à 1 an, le caractère acère, le niveau de musculature, la qualité du pis pour des femelles, la qualité des pieds et membres, le tempérament, la couleur, la pigmentation. Certaines observations ou mesures sont influencées par l'environnement d'élevage et sont donc plus difficiles à comparer d'une entreprise à l'autre. Par exemple, le poids à la naissance
va changer selon la saison, selon la température, selon l'alimentation. C'est la même chose pour le poids au sevrage ou à un an. La sélection sur le phénotype représente parfois une des seules ou la meilleure option lors de l'absence d'évaluation génétique. Par exemple, il n'y a pas vraiment d'évaluation génétique sur le caractère acer ou non. On se fie au phénotype. Ou il y a d'autres mesures comme le niveau de musculature qui peut être décrit par la surface d'œil de longe, s'il y a des évaluations à l'ultrason, mais sinon qui est encore bien souvent apprécié là, visuellement. Une autre façon de faire de la sélection génétique peut être à partir des données provenant des programmes d'évaluation de performance de différentes races ou de certains organismes, comme le PATBQ par exemple. Cela consiste à identifier et sélectionner des sujets destinés à l'élevage et à la reproduction sur la base de la valeur génétique du sujet pour un ou plusieurs caractères démontrant une valeur économique ou un intérêt pour l'élevage. En Amérique du Nord, les méthodes les plus utilisées sont les EPD ou ABC. Les EPD consistent en une estimation de la valeur génétique qu'un sujet est capable de transmettre à sa descendance. C'est la méthode qui est utilisée au PATBQ et par la plupart des associations de races nord-américaines. Les EPD ne sont comparables qu'au sein d'une même race et pour une même base de données servant au calcul. Pour certaines races, les EPD canadiens et américains utilisent la même base de données et sont donc comparables. Pour d'autres races, on ne peut pas les comparer. Les ABC sont des EPD qui permettent la comparaison des sujets entre différentes races ou entre sujets croisés. La sélection génétique sur la base des EPD et ABC est intéressante dans la mesure où elle sépare les effets de l'environnement et de la gestion d'élevage du mérite génétique d'un animal. Les EPD et ABC facilitent donc la comparaison entre les sujets provenant de différents élevages. Les EPD et ABC sont des prévisions et ne sont pas des mesures exactes. Il est important de se le rappeler. Ils évoluent et se précisent dans le temps à mesure que les données relatives à un sujet s'accumulent. Le niveau de précision des EPD et des ABC est donné par la répétabilité, la quantité et la qualité des données recueillies, donc des observations phénotypiques, vont grandement influencer leur précision. Un grand nombre d'EPD est apparu au fil des ans. Comme l'utilisation varie d'un éleveur à l'autre et que l'importance relative des EPD attribuée à chacun des caractères est aussi variable, les associations de races et différents regroupements ont pensé mettre au point des indices économiques. Ces derniers sont de plus en plus présents comme outils pour aider à la sélection. Il s'agit d'un ensemble d'EPD groupés auxquels on a donné une valeur économique. Les indices économiques peuvent être construits pour différentes finalités. On retrouve des indices maternels, des indices croissance, en pré-sevrage, en post-sevrage, des indices liés à la classification des carcasses ou des indices globaux. Ils facilitent une sélection équilibrée en donnant une valeur économique et une pondération aux différents EPD en fonction de la finalité des animaux. Voici une liste non exhaustive de quelques indices économiques utilisés au Canada. Au PATBQ, on retrouve un indice global qui s'appelle l'indice de sélection économique. L'Association canadienne Angus présente aussi un indice appelé le Canadian Balanced Index, qui est un indice global également. Quant à elle, l'association Hereford présente deux indices. Le Maternel Productivity Index, un indice maternel comme vous l'aurez deviné, et le Feedlot Merit Index, un indice pour les aptitudes en engraissement. L'Association canadienne Short présente trois indices. Un indice destiné à la facilité de vêlage, le Calvin-Lees Index, un indice British Maternal Index, un indice de croisement maternel, et un indice pour le mérite en parc d'engraissement, le Feedlot Index. L'Association canadienne Charolais, de même que l'Association canadienne Limousin, ne possède ou ne présente pas d'indice pour le moment. L'Association Cimental, quant à elle, présente deux indices. Un indice général, le All-Purpose Index, et un indice terminal, le Terminal Index. La sélection basée sur la généalogie consiste à identifier et sélectionner des sujets destinés à l'élevage et à la reproduction en s'appuyant sur des caractéristiques retrouvées chez des ancêtres ou des descendants.
Ça nécessite une très bonne connaissance des races utilisées, des sujets, des familles, des lignées, des liens génétiques entre les individus et des résultats des croisements passés. C'est surtout utilisé dans la race pure et ça prend une excellente connaissance des éleveurs. Ça repose sur le fait qu'une partie des gènes transmis n'ont pas de valeur additive, donc ne sont pas évalués par les EPD, et que les chromosomes sexuels XY ou XX, dans le fond la 30e paire, transmettent aussi une part des gènes de l'animal. La constance dans la transmission des caractères recherchés est extrêmement importante. Comme exemple, on pourrait donner là, un individu qui est sélectionné dans une famille reconnu pour transmettre avec constance une excellente musculature, ou un bon instinct maternel, ou un excellent tempérament. On vient d'examiner 3 méthodes de sélection. Une méthode basée sur le phénotype des individus, une autre méthode basée sur les programmes d'évaluation de performance, principalement les EPD ou les ABC, une dernière méthode basée sur l'étude de la généalogie. Ce qu'on peut dire à propos de ça, c'est que les 3 méthodes examinées précédemment permettent tous d'améliorer des caractéristiques ciblées chez des animaux, présentent tous leurs forces et leurs faiblesses, et certaines méthodes peuvent être utilisées dans certaines situations, tandis que d'autres méthodes vont mieux performer dans d'autres situations. Donc, elles devraient plutôt être vues comme complémentaires que placées en opposition. Elle devrait orienter le changement dans la même direction, à la condition d'être appuyée par des données ou des observations fiables. C'est à la base là, toutes les méthodes de sélection, des observations fiables et la compilation de données. Lorsqu'ils sont disponibles, il est généralement admis que les EPD et ABC représentent un outil plus puissant de sélection que des mesures phénotypiques, c'est-à-dire des données brutes et directes, parce qu'ils permettent d'enlever les effets de l'environnement, contrairement aux données brutes, qui compliquent la comparaison d'une entreprise à l'autre, du fait de la gestion des élevages différentes. Et enfin, certains éléments, notamment la conformation, demeurent encore difficiles à chiffrer. L'évaluation visuelle et l'expérience de l'éleveur vont toujours avoir une place importante dans le processus de sélection. Lorsqu'il est question d'amélioration génétique, une notion fondamentale à comprendre est celle de la pression de sélection. La pression de sélection va grandement influencer la rapidité du progrès génétique. Elle se traduit par l'équation de l'éleveur, où en symbole, delta S égale h carré par S, où delta Z représente le changement pour un caractère par rapport à la moyenne sur une génération, h carré l'héritabilité, et S le différentiel de sélection, ou l'écart par rapport à la moyenne. Plus le sujet s'écarte de la moyenne S pour un caractère donné, et plus le caractère se transfère aisément à la descendance, h carré l'héritabilité, plus le changement va être rapide. Pour la S, il est essentiel de trouver un juste équilibre entre une génétique amélioratrice récente, qui risque d'être un peu plus élevée en termes de différentiel, mais un peu moins précise, parce qu'il y a moins de données de fournies, et une génétique éprouvée, qui risque d'être un petit peu plus basse, parce qu'elle est un peu plus ancienne, mais avec beaucoup plus de données, donc plus fiable. Aussi, relativement à l'héritabilité, il faut travailler un peu plus fort sur les caractères difficiles à améliorer, et profiter de la vigueur hybride qui va venir compenser le progrès génétique un peu plus lent. Nous voilà rendus à la conclusion de cette présentation. Voici quelques observations qui résument bien ce que nous venons de voir. La génétique implique des termes et notions relativement complexes à intégrer. Il faut se donner le temps. Les connaissances évoluent très rapidement et permettent d'acquérir de plus en plus d'informations sur les animaux et d'informations de plus en plus précises. En dépit de ce qui vient d'être dit, les évaluations génétiques des bovins demeurent relativement subjectives et imprécises. Elles s'appuient sur différents outils, parfois très évolués, mais il n'est pas possible de prévoir les résultats avec certitude. La précision de l'information va varier avec la quantité de données qui auront été amassées. Les besoins et qualités recherchés diffèrent selon les environnements, les objectifs de production et les marchés notamment. Il n'existe pas de solution miracle ou de solution qui conviennent à tous. Le croisement et la vigueur hybride sont des outils puissants, éprouvés par le temps
et peu dispendieux pour améliorer l'efficacité des élevages. Ceux-ci mériteraient d'être utilisés à encore plus large échelle. La sélection génétique amène des changements durables. Les décisions doivent être réfléchies, planifiées et apporter des changements qui favorisent l'adaptation et la rentabilité des élevages. Une approche durable et équilibrée qui va considérer une plus large gamme de caractères est recommandée. Bien que plus lente en termes de progrès génétique, elle risque moins d'amener des effets négatifs collatéraux et indésirés. Cette présentation aussi a été axée sur la définition de certains termes de la sélection génétique du croisement. Au cours de cette série, vous allez voir d'autres présentations qui vont identifier des caractères intéressants à rechercher en termes de sélection et qui vont être adaptés à la lutte au changement climatique. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.